Bonjour professeur, Bonjour Sébastien, bonjour les internautes. vous êtes neurologue, directeur de recherche sur les céphalées au CHR de Liège, professeur à l'Université de Liège. On est très heureux de vous avoir cet après-midi lors de ce premier sommet francophone et on va tenter avec vous de mieux comprendre les mécanismes de la migraine à travers là encore des questions très précises que tout le monde se pose. D'abord, nous voulions vous montrer une série de photos prises par des patients en pleine crise de migraine et partagées sur les réseaux sociaux avec le hashtag Balance ta migraine, des selfies qui valent de grands discours. Regardez. Ouais, des photos vraiment très parlantes. Merci d'ailleurs à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à cette opération. Une réaction, professeur, à ces portraits, sans filtre. Je pense que, comme vous le dites, les photos parlent d'elles-mêmes. On voit bien que la migraine est une maladie invalidante. Et quand on dit maladie invisible, j'utilise parfois le terme moi-même, c'est vrai qu'elle n'est pas visible en dehors des crises, mais pendant les crises, il suffit de regarder le malade et se rendre compte qu'il souffre réellement. Je souscris entièrement à ce type de campagne parce que je pense qu'il est temps que les migraineux se lèvent, se révoltent en quelque sorte contre la stigmatisation et qu'il faut changer les habitudes. Il y a une raison de justice sociale à s'occuper des migraineux. C'est la maladie neurologique la plus fréquente. C'est aussi une maladie invalidante et elle est traitable. Et donc, il n'est plus acceptable qu'on refuse des remboursements de médicaments innovants et onéreux à des patients migraineux alors qu'on les autorise sans problème dans d'autres maladies neurologiques et autres. Professeur, vous êtes l'un des plus grands spécialistes européens de la migraine. On va essayer de comprendre les mécanismes de cette maladie avec vous. Que se passe-t-il dans le cerveau avant, pendant et après une crise? Il y a des plus grands spécialistes que moi en France. Je ne les citerai pas ici, mais vous les connaissez bien. Alors, ce qui se passe pendant la crise de migraine, on le sait relativement bien à cause d'un vaste mouvement de recherche qui a commencé il y a près de 20 ans, et notamment par l'imagerie médicale. Pendant la phase des prodromes, il y a une activation dans l'hypothalamus, qui est le centre de contrôle de notre vie autonome. Pendant l'aura, il y a une activité que vous voyez là dans l'aire visuelle du cerveau qui s'appelle la dépression corticale envahissante. Et la douleur de la migraine est générée dans le système qu'on appelle trigéminovasculaire dans les méninges et vraisemblablement favorisée par un dysfonctionnement de certains centres de contrôle de la douleur qui sont dans le tronc cérébral. C'est la tache rouge que vous voyez là-bas sur le PET scan. Cette douleur, qu'est-ce qui la provoque? Mais comme je l'ai dit, le cerveau, c'est un viscère. Il est innervé par ses méninges, ses enveloppes. Et vous voyez ici en rouge les terminaisons nerveuses qui entourent les vaisseaux, qui sont dans les méninges et qui envoient un message douloureux vers les centres nerveux. Mais là arrivent au même endroit que vous voyez, qui s'appelle le noyau spinal du trijumeau, des informations qui viennent de la surface du corps, de la surface du front et de la surface de la nuque, ce qui explique que la douleur est référée vers la nuque et vers le front.
Et quand ce message douloureux monte vers le cerveau, vous voyez là les flèches qui montent, et dans le cerveau, nous avons tous une carte somatotopique du corps. Les viscères dans cette carte sont représentés de façon très minime. C'est la petite flèche que vous voyez là en dessous, y compris les ménages. Par contre, la surface du corps est largement représentée. Vous voyez la surface de la face là au-dessus qui est très grande. Et donc, le cerveau qui reçoit l'information qui est véhiculée par la même voie que vous voyez là et qui passe à travers le thalamus, l'interprète comme venant en fait de la surface de la tête, c'est-à-dire du front et de la nuque, ce qui explique que les migraineux localisent leur douleur à cet endroit-là. Deux choses en plus que vous voyez là, il y a dans cette voie des collatérales, des petites flèches qui vont vers la gauche, vers le noyau du vomissement, qui explique pourquoi il y a des troubles digestifs, nausées et vomissements éventuellement pendant la crise, et aussi vers le noyau lacrymal, celui qui innerve nos glandes lacrymales, ce qui explique pourquoi certains migraineux, 30% en fait, ont pendant la crise de migraine un larmoiement au niveau de l'œil, du côté de la douleur, un œil qui devient rouge. Vous aviez un autre visuel à nous montrer sur la douleur, professeur? Oui, je vous ai montré dans la diapositive précédente le système trijuno-vasculaire. Vous avez vu là le CGRP, le fameux CGRP, qui est le neuropeptide lié au gène de la calcitonine, qui est un neuropeptide transmetteur qui se trouve dans cette terminaison-là et qui joue un rôle crucial dans la phase douloureuse de la migraine. On a pu démontrer ça, comme vous le voyez ici sur la droite. Vous avez les colonnes bleues qui indiquent la libération de CGRP dans le sang pendant une crise de migraine. Elle est énorme. Comme vous le voyez là, on a ensuite pris le CGRP, on l'a injecté en intraveineux à des patients migraineux et ça déclenche une crise chez les migraineux, mais pas chez les sujets normaux. En plus, on sait que les triptans qui diminuent la sécrétion de CGRP au niveau de ces terminaisons nerveuses abrègent la crise de migraine et traitent la crise de migraine. Et finalement, on a développé, et ça c'est l'aboutissement final, si vous voulez, de ce mouvement de recherche sur le CGRP qui dure depuis des années, on a développé des médicaments qui agissent sur les récepteurs du CGRP et sur le CGRP et qui bloquent les crises de migraine. Et on va en reparler, je pense. Vous me disiez en préparant ce sommet, et le docteur Mahouet l'évoquait aussi, que tout le monde peut au moins une fois dans sa vie faire une crise de migraine. Ce qui est anormal, c'est leur multiplication. Alors pourquoi les crises se répètent ? Alors, c'est une bonne question pour laquelle on n'a pas toutes les réponses, hein, mais on a quand même quelques réponses que je vais essayer de vous montrer. Donc, pourquoi les crises se répètent ? Les causes, pourquoi les crises se répètent, je pense qu'il faut les chercher en dehors de la crise. C'est dans l'intervalle intercritique. Qu'est-ce qui prédispose une personne à faire des crises de migraine? Eh bien, la première chose, et à laquelle l'école française de migrainologie et de génétique a largement contribué, c'est la génétique. Vous voyez sur les 46 chromosomes humains ici, vous voyez 3 étoiles. Les 3 étoiles indiquent les gènes où il y a des mutations pour cette forme rare de la migraine dont Jérôme m'avait parlé, qui est la migraine hémiplégique familiale. Il y en a vraisemblablement d'autres, mais c'est les 3 qui sont identifiés jusqu'ici. Ce sont les seules formes migraineuses monogéniques à l'heure actuelle. Monogénique, ça veut dire qu'il y a une mutation dans un seul gène qui provoque la maladie. Tous les autres traits blancs que vous voyez sur les chromosomes sont des marqueurs sur les chromosomes qui sont retrouvés plus souvent chez les migraineux et qui contribuent à un faible pourcentage à la prédisposition migraineuse. Il y en a pratiquement 70 ou même plus qui sont identifiés à ce stade, et il y en a vraisemblablement plus. Pour pouvoir devenir migraineux, il faut un ensemble de ces particularités génétiques qui, vous l'imaginez facilement, varient d'un migraineux à l'autre pour développer la maladie. Et que font ces gènes, ces prédispositions génétiques? Eh bien, ce patrimoine génétique détermine le seuil migraineux dont Jérôme Mahouet a parlé. Si vous êtes en dessous, vous n'avez pas de crise de migraine, vous êtes heureux. Si vous êtes sur le seuil, vous avez des crises. Si vous êtes très au-dessus du seuil, vous avez des crises fréquentes et vous devenez migraineux chronique. Les traitements, les différents facteurs aggravants de la migraine abaissent le seuil
et des migraineux qui ne l'étaient pas jusque-là le deviennent ou en ont plus. Les traitements préventifs, comme l'a montré Jérôme Mahouet, tendent à augmenter le seuil pour que les migraineux restent en dessous et n'aient plus de crise. Alors, ce seuil migraineux, par quoi se reflète-t-il dans le cerveau des migraineux? Bien, les gènes migraineux, comme vous voyez là en dessous, ont plusieurs fonctions qu'on a pu déterminer. Il y a notamment des gènes qui influencent l'excitabilité du cerveau. Il y a des gènes qui influencent le métabolisme cérébral. Il y en a d'autres qui interviennent dans l'inflammation et même dans le contrôle vasculaire et la sensibilité aux œstrogènes. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est la particularité du cerveau des migraineux en ce qui concerne les stimulations extérieures. Regardez ceci. Si vous regardez la croix au milieu et vous avez le damier qui bouge, dans votre cortex visuel, à l'arrière du cerveau, vous générez une activité électrique qu'on appelle le potentiel évoqué visuel. Ça, c'est un sujet simple. Vous voyez les traces rouges. Vous voyez 600 stimulations réparties sur 6 blocs de sang. Chez le sujet normal, vous avez une réponse qui est ample au numéro 1 et qui diminue nettement au numéro 6, sans arrêt de la stimulation. À la 600e stimulation, la réponse a diminué parce que le cerveau se désintéresse de cette stimulation qui n'apporte rien pour lui. Chez le migraineux, c'est l'inverse. Regardez à droite, les traces noires. Vous avez une première réponse qui est relativement plus petite ou de la même taille que chez le sujet sain, mais quand vous répétez les stimulations, à la fin, vous avez toujours une réponse qui est au moins aussi grande, si pas plus grande, que la première. Ce qui veut dire que le cerveau du migraineux ne sait pas se reposer, il ne sait pas se désintéresser des stimulations extérieures. Ici, vous avez la vision, mais c'est la même chose pour le bruit, c'est la même chose pour la douleur, c'est la même chose pour le tact ou pour les odeurs. Donc, le cerveau du migraineux ne sait pas s'habituer. Ça, c'est la première particularité du cerveau du migraineux, et ça, c'est entre les crises, je vous le rappelle. La deuxième particularité, est également vraisemblablement d'origine génétique, c'est que dans le cerveau du migraineux, et d'ailleurs aussi en partie dans les muscles, il y a une diminution de la fabrication d'ATP, qui est fabriquée par les mitochondries que vous voyez sur la droite. C'est le carburant de la cellule, le carburant du neurone. Chez les migraineux, il est diminué de 15 à 20% entre les crises, ce qui veut dire que le migraineux a une réserve énergétique moindre, alors que son cerveau, je vous le rappelle, travaille relativement plus. Et cela, on peut le montrer. Ceci est une étude que nous avons faite chez nous. Nous avons comparé sur la gauche la réserve énergétique dans les aires visuelles du cerveau d'un sujet, notamment sa captation de sucre, alors qu'ici, sur l'abscisse, vous avez l'activité électrique générée dans les aires visuelles par la stimulation lumineuse. Et ce que vous voyez, les triangles rouges, ce sont les migraineux, ils sont tous pratiquement à droite de la diagonale, et ce qui veut dire qu'ils ont une réserve énergétique diminuée par rapport à une activité cérébrale qui est exagérée, alors que les sujets normaux, qui n'ont pas de migraine, les cercles bleus sont à gauche de la diagonale et ils ont une activité électrique normale générée par la stimulation visuelle, alors avec une réserve énergétique qui est également normale. Ce qui m'amène souvent à comparer le cerveau des migraineux à une automobile. C'est ce que j'appelle la métaphore de l'automobile pour expliquer ce qui se passe dans leur cerveau aux patients. Les patients ont un gros moteur et ils ont un petit réservoir de carburant et il est relativement facile de comprendre que dans certaines circonstances où le cerveau travaille trop, où n'a pas pu récupérer, où il y a une diminution des réserves, une mauvaise alimentation ou un mauvais sommeil, eh bien, ça peut créer un déséquilibre qui peut être potentiellement dangereux pour le cerveau et qui amène le cerveau, certaines structures dans le cerveau. On sait qu'il y a des neurones qui sont sensibles à ces variations métaboliques, notamment dans le tronc cérébral, eh bien, qui peut les amener à déclencher un signal d'alarme qui active le système trigéminovasculaire dans les méninges et crée une douleur. Et la douleur, primitivement, où qu'elle soit, est un phénomène protecteur. Donc le migraineux, qu'est-ce qu'il fait? Il se couche, il se retire, il récupère en quelque sorte. Et par la suite, son déséquilibre métabolique peut se rétablir.
Professeur, vous nous rappelez les facteurs déclenchants? Oui, les facteurs déclenchants, Jérôme, on a déjà cité quelques-uns. Comme il l'a très justement rappelé, il faut généralement une accumulation de plusieurs facteurs déclenchants. Vous avez ici toute une série. Cela va de la prise d'alcool, entre parenthèses, c'est le vin blanc en France et c'est le vin rouge en Belgique. Je ne sais pas très bien pourquoi. Jusqu'aux facteurs hormonaux, aux jeunes, aux troubles du sommeil. Si le seuil migraineux est haut, eh bien, il faut plusieurs facteurs pour que les crises se déclenchent. Par exemple, la prise d'un verre de vin en période menstruelle peut déclencher une crise de migraine, alors que la prise de 3 verres ou de 4 verres de vin en dehors de la période menstruelle ne fait rien. Ça, c'est une première chose. Les facteurs aggravants? Ah oui, les facteurs aggravants. Oui, les facteurs aggravants parfois se recoupent avec les facteurs déclenchants, mais les facteurs aggravants sont des facteurs qui, de façon plus durable, on va dire, abaissent le seuil migraineux et dès lors favorisent le déclenchement des crises par les autres facteurs. Et là-dedans, on a plusieurs choses, notamment, et rappelons qu'il y a une majorité de femmes qui souffrent de migraines, les œstrogènes. Le traitement œstrogénique, de façon générale, que ce soit avant ou après la ménopause, a tendance à abaisser le seuil migraineux. L'accumulation de fatigue et de stress a tendance à abaisser le seuil migraineux. Certaines conditions météorologiques aussi peuvent déclencher, mais peuvent aussi abaisser le seuil de façon plus durable. Une mauvaise hygiène de vie, une vie sédentaire a tendance à abaisser le seuil migraineux. Donc, il y a plusieurs facteurs, j'en ai cité que quelques-uns là, qui peuvent changer le seuil et favoriser le déclenchement des crises. Chez les femmes, la majorité des crises se déclenchent pendant les règles. Est-ce qu'on sait pourquoi? Alors, on a des éléments de réponse, oui, bien sûr. D'abord, rappelons, et Jérôme l'a déjà dit, que bon, il y a trois fois plus de femmes qui sont atteintes. Avant la puberté, il y a autant de garçons que de filles. Donc, c'est manifestement les œstrogènes, essentiellement, et accessoirement la progestérone, qui favorisent l'éclosion et l'aggravation de la migraine chez la femme. La migraine disparaît quand même parfois, en tout cas même 8 fois sur 10, dans le 2e et 3e trimestre de la grossesse. La migraine sans aura, pas la migraine avec aura. Et il y a une raison à ça, dans laquelle je n'ai pas le temps d'entrer. Et 70% de femmes ont une migraine qui disparaît ou qui s'améliore très fortement après la ménopause. Alors, pourquoi est-ce que les crises se déclenchent, notamment au moment des règles? Alors, rappelons qu'au moment des règles, il y a à peu près 50% de migraineuses qui ont des crises qui sont déclenchées au moment des règles, mais aussi en dehors des règles. Il n'y a que 10% de femmes, en fait, comme vous le voyez sur le graphique de gauche, qui ont exclusivement des crises au moment des règles. Et chez ces patientes-là, on a pu mettre en évidence des anomalies génétiques, notamment au niveau du récepteur des œstrogènes. Par contre, il y a aussi 40% de femmes qui n'ont pas de crise déclenchée par les variations hormonales au moment des règles. Encore une fois, ça vous montre l'hétérogénéité de la prédisposition migraineuse. Alors, pourquoi est-ce que les crises peuvent se déclencher au moment des règles? C'est illustré sur la droite. Vous avez au-dessus le diagramme de fréquence des crises au moment des règles, le premier jour des règles, et puis vous voyez les lignes rouges. La ligne rouge, c'est la variation du taux dans le sang des œstrogènes. Et vous voyez que ce taux baisse juste avant les règles. Et puis, il remonte par la suite. C'est aussi le cas pour le taux de la progestérone. Donc, on pensait, en voyant cette corrélation, que les œstrogènes, c'est la chute des œstrogènes dans le sang qui déclenche la crise des règles. Et ça, c'est en fait confirmé par cette expérience-là, qui date déjà d'il y a quelques années, faite par Sommerville, qui a montré qu'en injectant des œstrogènes juste avant les règles, donc en prolongeant, si vous voulez, le taux plasmatique d'œstrogène, eh bien, vous décalez la crise de migraine de plusieurs jours. On a beaucoup incriminé le rôle de la pilule. On a d'ailleurs vu certaines femmes ne plus avoir de migraine en changeant de moyen de contraception. Qu'en est-il précisément, professeur? Écoutez, le rôle de la pilule de la migraine est un rôle complexe. Je ne voudrais pas prendre position, sauf pour certains aspects, parce que je constate dans ma pratique que certaines femmes
on peut approximativement dire qu'un tiers des femmes sont aggravées par la pilule œstroprogestative classique. Un tiers des femmes n'ont pas d'influence de la pilule sur leur migraine et un tiers de femmes sont même, ou peut-être un peu moins, sont même parfois améliorées. Ceci dit, ce sont les recommandations que vous voyez sur la diapositive d'un consortium de neurologues et de gynécologues, Fédération européenne des céphalées et Société européenne de la contraception. Et leurs recommandations sont les suivantes. La pilule classique, qui contient des œstrogènes et de la progestérone, n'est a priori pas une bonne indication de contraception chez une migraineuse, quel que soit le type de migraine qu'elle est. Maintenant, chez les femmes qui ont une migraine sans aura, il n'y a aucun problème à la prescrire. Par contre, dans la migraine avec aura, elle est contre-indiquée. Et je vais vous montrer dans une des diapositives suivantes pourquoi. Même chose chez les patientes migraineuses qui ont d'autres facteurs de risque vasculaire, hypertension, diabète, hypercholestérolémie, tabagisme. La pilule œstroprogestative n'est pas indiquée. L'anneau vaginal reste discuté, il n'y a pas beaucoup d'études en fait. Jusqu'ici, on l'autorise, on considère qu'elle peut être autorisée dans la migraine sans aura en tout cas. Par contre, la pilule qui ne contient que de la progestérone, il y a plusieurs types de progestérone, pas d'œstrogène, c'est celle-là qui est recommandée dans la migraine avec aura, mais aussi dans la migraine où les crises périmenstruelles prédominent et où il faut supprimer les variations hormonales. Donc, ces pilules-là, on peut les prendre en continu, ce qui supprime en principe les règles, mais aussi les variations hormonales. Même chose pour une migraine qui apparaît ou qui s'aggrave, par exemple, sous une pilule classique. Dans ces conditions-là, il faut passer à la monoprogestative. Maintenant, pourquoi est-ce que la pilule œstroprogestative est a priori contre-indiquée dans la migraine avec aura? Eh bien, c'est parce que différentes études épidémiologiques, notamment faites en partie par des collègues français, montrent que dans la migraine avec aura, le risque de faire une thrombose cérébrale est doublé chez les femmes en dessous de 50 ans. Et vous avez donc 4 femmes supplémentaires sur 100 000 par an qui font une thrombose cérébrale. Si vous ajoutez la pilule classique œstroprogestative à la migraine avec aura, vous avez 12 femmes supplémentaires sur 100 000 par an qui vont faire une thrombose cérébrale, un accident cérébrovasculaire. Et si la patiente en plus fume, l'association migraine avec aura, pilule et cigarette, vous avez 68 femmes pour 100 000 par an en plus de la prévalence normale, on va dire entre guillemets normale, qui vont faire un accident cérébrovasculaire cérébral. Chez les femmes en dessous de 50 ans, il faut savoir que la migraine avec aura est le facteur de risque prédominant d'accident cérébrovasculaire ischémique. Professeur, on va prendre maintenant les questions du public. N'hésitez pas, si vous nous regardez sur Zoom, à alimenter le chat par vos réactions et vos questions. Allez, je vous livre la question de Karine. Est-ce que des méthodes type sophrologie ou méditation peuvent aider? Oui, bien sûr. Des méthodes, ce qu'on appelle les traitements cognitivo-comportementaux, peuvent aider les migraineux. Seulement, les études qui ont été faites montrent qu'ils sont plutôt un adjuvant éventuellement à un traitement médicamenteux. Il y a notamment une étude qui montre clairement que quand on associe un traitement cognitivo-comportemental à un traitement par un agent préventif antimigraineux comme un bêta-bloquant, on a un effet supérieur par rapport au bêta-bloquant seul. Par contre, si on ne fait que le traitement cognitivo-comportemental, l'effet n'est pas nécessairement supérieur à un placebo. Valentine nous demande, est-ce que la migraine peut entraîner des troubles cognitifs, concentration, mémoire? Tout à fait, c'est bien connu pendant la crise des migraines, les troubles cognitifs peuvent être majeurs avec difficulté de concentration, d'attention visuelle, de mémoire. Maintenant, entre les crises, ça reste un peu plus discuté. Certaines études montrent en tout cas que chez les patients qui ont des crises fréquentes, il peut persister même entre les crises des troubles cognitifs. Et ça concerne essentiellement la mémoire, l'attention visuelle, la mémoire et les problèmes de concentration.
Allez, peut-être une dernière question. Fatou nous demande, est-ce que la migraine est une fatalité, professeur? Bon, loin de là, la migraine n'est pas du tout une fatalité. J'espère que les mouvements de patients qui essaient de sensibiliser et d'informer les personnes vont vous convaincre qu'elle ne l'est pas. Pourquoi elle ne l'est pas? Parce qu'elle est traitable. C'est une maladie neurologique qui est invalidante, mais traitable. Et il y a toute une série de traitements dont Jérémy Mahoué a déjà parlé. Il ne faut surtout pas se résigner et surtout pas écouter les mauvaises langues dans la société qui malheureusement essayent de vous répéter à longueur de journée qu'il ne faut rien faire, que de toute façon maman l'avait et grand-maman l'avait et qu'il n'y a rien à faire et qu'il faut vivre avec. Bien sûr, il faut vivre avec comme il faut vivre avec n'importe quelle maladie, mais il ne faut pas, surtout pas, laisser tomber les bras. Oui, et d'ailleurs, l'objectif de ce sommet, c'est avant tout de démêler le vrai du faux, et on arrive à le faire aussi grâce à vous, professeur. On comprend mieux avec vous les mécanismes de la migraine. Je voudrais à présent qu'on écoute le témoignage de patients. Vous allez le voir, certains ont testé de très nombreux traitements, de nombreux essais et de nombreux effets secondaires. Regardez et écoutez. D'un traitement de crise, j'attends qu'il me soulage vite. Ce que j'attends d'un traitement de fond, c'est de ne plus avoir de crise. D'avoir moins de crise, ou plus du tout. On devient vite modeste. Une petite amélioration, c'est bon à prendre. C'est qu'en fait, ça diminue mon invalidité, mais sans effet secondaire. J'essaie d'y aller graduellement. Je prends du moins fort au plus fort pour essayer d'éviter les choses fortes, parce que les choses fortes vous mettent un peu la tête à l'ouest. J'ai eu plein d'anti-inflammatoires, du kétoprophène non prolongé, à libération non continue. Vu que j'ai trop de crises, je garde plutôt les triptans pour les crises très fortes. Le détriptan, un petit comprimé et c'est terminé. On est parti sur un triptan qui est orodispersible, qui m'a donné énormément de nausées et de vomissements. Donc je suis passée sur un autre triptan qui est par voie nasale. Après les crises, les triptans, ça dégomme quand même. Et alors on est contente d'être soulagée, de ne plus être en douleur aiguë, mais je sais que derrière, c'est pas fini. Les bêta-bloquants, l'anocertone, des antiépileptiques régulateurs d'humeur, des effets un peu antidépresseurs et myorelaxants. Il y a eu pour certains, sur un mois ou deux, on a gagné quelques crises et au bout de quelques mois de traitement, hop, la fréquence est revenue comme avant, il n'y avait plus d'efficacité. J'en ai essayé plusieurs qui arrivent à limiter le nombre de crises un peu. 2 ans, au bout de 2 ans, il faut changer, ça ne marche plus. Aucun traitement de fond ne m'aide plus, donc je les ai arrêtés. De l'amitriptyline. Donc en fait, c'est le premier traitement que j'ai eu et qui a fait du bien à mes migraines. 2 fois moins de crises sévères, intenses, sous bêta-bloquant. Après, j'ai eu un antihistaminique. Après, j'ai aussi eu un antiépileptique. Sur les 3, il y en a un qui fait baisser la tension, donc lui on l'a éliminé complètement. Il y a celui qui fait prendre du poids, donc là moi j'ai dit niette catégorique, je n'y touche plus. Donc il me reste le 3e qui est efficace de façon très irrégulière. J'avais une faible tension. Alors du coup j'ai un traitement qui augmente la tension, et ça je pense que ça a aidé aussi à faire descendre le plafond d'intensité des migraines. L'amitriptyline, ça a eu une efficacité pendant 1 mois. Après, mes crises ont fait qu'empirer et j'en ai de plus en plus. Ensuite, de l'oxytorone. Les crises sont revenues petit à petit. L'antiépileptique, et premier temps, ça a été plutôt efficace parce que j'ai espacé un peu les crises. Et puis au bout d'un moment, c'est un palier où stop, ça a fini de faire effet et puis les crises sont là. Finalement, il y avait un bénéfice qui était pas très palpable. Du gynergène caféiné aussi. Et ce gynergène me rendait malade au point qu'il m'est arrivé de me dire que j'allais m'évanouir. Un dérivé de l'ergot de seigle. Ça a comme effet secondaire le syndrome de Raynaud. Par contre, le bêta-bloquant, je suis randonneuse en montagne. Je monte les pentes, le frein à main serré. Les antiépileptiques, où il m'est arrivé d'être dépressive et d'être encore plus mal avec ce traitement de fond. Il y en a un, j'ai pris 7 mois de diarrhée, un des traitements de fond qui m'avait un peu comme sédatée, en fait, je me sentais assommée. J'étais arrivée à ce stade d'avoir des idées de passage à l'acte suicidaire, tellement la douleur était forte, il n'y avait plus d'espoir. J'étais moralement, psychologiquement
épuisée, fatiguée. Et j'avais constamment, sous ce médicament-là, constamment envie de manger. Et puis donc j'ai grossi avec tout ce que ça a comme conséquence sur le regard que vous portez sur vous-même, votre image qui se dégrade. En premier lieu, je dirais la somnolence qui entraîne parfois la confusion et puis surtout les prises de poids. Et c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Déjà, quand tu te sens pas bien parce que tu es fatigué tous les jours, que tu as du mal à faire les choses, si en plus physiquement tu te reconnais pas et que tu as du mal à accepter ton corps, ça commence à faire beaucoup. Ils sont à 3. L'amitriptyline. Je suis devenu accro. J'ai dû faire une désintox et j'ai pris du poids. Ça impacte énormément le moral. J'ai tendance à être assez sensible à la lumière. Et avec l'antiépileptique, ça atteignait des proportions mais invalidantes à un point ridicule, quoi. C'est-à-dire que vraiment, j'étais ébloui par tout ça. Et les bêta-bloquants, c'est les pires, je pense. Ouais. Pendant une période, on avait dû m'en mettre tellement que j'étais tout le temps essoufflé. En fait, je me suis rendu compte que ça aggravait mes hallucinations pendant les crises. Je suis revenu à l'antihistaminique, j'ai pris 5 kilos. Ça me donne faim, mais tout le temps. Je voyais que j'avais faim tout le temps, mais j'avais l'impression que si je mangeais pas, j'allais tomber et je montais sur la balance et je voyais le poids qui montait à vue d'œil et je regardais mon carnet de crise et je me vois désespérée et voir que j'ai toujours autant de crises et que c'est toujours aussi violent en termes d'intensité. C'est l'amitriptyline que j'ai pris pendant 5 mois et demi, qui m'a mis dans un état complètement léthargique. Je faisais les choses de manière robotique, je ressentais plus grand-chose. Chaque action m'essoufflait et c'était vraiment compliqué d'exister, quoi. Aussi, ça m'a fait prendre beaucoup de poids, je dirais entre 8 et 10 kilos. Une réaction, professeur, à ces témoignages très forts. Oui, en effet, je pense que c'est une illustration, une démonstration tout à fait illustrative d'abord des effets secondaires, des traitements médicamenteux, mais aussi du caractère individuel de la réaction des patients à certains traitements. Vous avez bien entendu que certains traitements marchent chez certains patients, ont des effets secondaires chez les uns, mais pas chez les autres. Et donc, il faut, ça nous apprend, je pense, nous les praticiens, qu'on doit veiller à individualiser l'approche thérapeutique et ne pas trop se fier aux règles générales. D'un autre côté, je voudrais quand même aussi donner de l'espoir aux migraineux qui nous écoutent. Vous avez entendu des patients qui ont mal réagi ou pas réagi au traitement préventif. Il faut quand même savoir qu'il y a une proportion importante de patients migraineux qui sont bien traités par les traitements préventifs et de la crise qui existe à l'heure actuelle. Chaque cas est donc différent. Comment gérer les traitements de crise et de fond disponibles? Quelles sont les perspectives d'avenir? Alors, je ne vais pas entrer dans les détails des traitements classiques, si vous voulez bien, et plutôt me focaliser sur les nouveaux traitements. Juste comme introduction, je voudrais rappeler ce que Jérôme Mahouet, je pense, a déjà signalé, c'est que le moment où la crise de migraine est traitée est très important. Il faut inciter les patients, comme il l'a dit, à se traiter le plus rapidement possible. Il y a même certains traitements qu'on peut faire au niveau des prodromes de la migraine, c'est-à-dire parfois la veille, quand on a une fringale pour le chocolat, par exemple, qui est en fait le prodrome de la crise de migraine. Il y a des traitements qu'il ne faut pas faire au niveau de l'aura, si possible. Par exemple, les triptans. Lorsque vous les prenez au niveau de l'aura et que la céphalée met du temps à apparaître par la suite, risque de ne pas être efficace. Il faut idéalement que la céphalée soit déjà légère pour les prendre. Plus le traitement est tardif, plus la crise de migraine est avancée, plus l'intensité de la céphalée est importante et les signes associés sont graves, plus le traitement est difficile et je vais y revenir. Maintenant, les nouveaux donc les traitements préventifs, comme Jérôme l'a dit, se prennent entre les crises de façon permanente. Les nouveaux traitements agissent dans le système trigéminovasculaire, en tout cas les nouveaux traitements de la crise. J'ai parlé des triptans, qui sont les traitements classiques maintenant depuis plus de 20 ans.
ils agissent au niveau de sous-type de récepteurs de la sérotonine qui se trouvent localisés à différents endroits sur ce système. Les ditans agissent différemment, mais aussi sur un autre sous-type de récepteur à la sérotonine. Et les GEPAN sont ces médicaments qui bloquent le récepteur au CGRP. Vous voyez qu'à différents endroits dans ce système trigéminal-vasculaire, à la fois à l'extérieur du système nerveux central et dans le système nerveux central, il y a des sites d'action pour ces médicaments-là. Maintenant, les nouveaux médicaments qui ne sont pas encore sur le marché, ni en Belgique ni en France, qui s'appellent les ditans et les GEPAN, que vous voyez ici, les trois derniers, lasmiditan, c'est un ditan, rimégépan, ubrogépan, ne sont pas plus efficaces que les triptans. Vous voyez ici le nombre de patients qu'il faut traiter pour avoir un effet, c'est-à-dire avoir une disparition de la céphalée après 2 heures. Bien, il faut traiter 5 à 6 patients avec un triptan oral. Il faut en traiter autant avec le lasmiditan, il faut en traiter plus avec les GEPAN. Donc, ils ne sont pas plus efficaces. Par contre, et ni d'ailleurs pour soulager simplement la céphalée. Par contre, leur principal avantage, c'est qu'ils n'ont pas d'effet vasculaire. Les récepteurs sur lesquels ils agissent ne sont pas localisés sur les muscles lisses des vaisseaux comme le récepteur sur lequel agit le triptan oral. Donc, ils peuvent être administrés à des patients qui ont des pathologies cardiovasculaires ou cérébrovasculaires, ce qui est une contre-indication relative, en tout cas, pour les triptans. Alors, pour résumer, Sébastien, si vous le voulez bien, une approche possible de la crise de migraine, c'est ce schéma par palier où vous voyez que la céphalée, lorsqu'elle est légère, elle peut être traitée, comme on l'a dit, par un anti-inflammatoire. Et c'est vrai que les migraineux, toutes les crises ne sont pas égales. Il y a des crises qui sont intenses, il y a des crises moins intenses, et quand la crise est moins intense, un anti-inflammatoire peut suffire parfois. Lorsque la crise est plus importante, plus intense, avec des nausées, il faut passer un triptan ou éventuellement une forme rectale d'anti-inflammatoire. Lorsqu'elle est très sévère avec une importante trouble digestive, c'est là qu'il faut penser à utiliser le triptan en injection, l'imiject. Jérôme, je pense, a mentionné le problème de l'état de mal migraineux. Ça, c'est une éventualité qui peut arriver à n'importe quel migraineux une fois dans sa vie. C'est-à-dire une crise de migraine qui dure plus de 5 jours, 1 semaine, 2 semaines, voire plus. À ce moment-là, il faut penser à des traitements par voie intraveineuse, souvent en milieu hospitalier. Maintenant, pour parler de nouveau des nouveaux traitements, notamment les anticorps monoclonaux contre le CGRP, ils ont en fait changé un peu le paradigme. Sébastien a bien fait de séparer, et Jérôme aussi, le traitement aigu du traitement préventif. En fait, cette notion est un peu battue en brèche avec les anticorps monoclonaux. Pourquoi? Vous le voyez ici. Les traitements préventifs classiques sont moyennement efficaces parce qu'ils doivent agir sur des facteurs éthiopathologiques, donc des causes multiples de migraine. On a parlé des gènes, mais il y a aussi des variations hormonales, il y a aussi des anomalies fonctionnelles cérébrales et métaboliques, etc. Par contre, la crise de migraine elle-même, la douleur, en tout cas de la crise de migraine, et les signes associés sont à l'extrémité étroite de cet entonnoir. Et là, les traitements de la crise sont plus efficaces que les traitements préventifs. Globalement, les traitements de crise sont efficaces dans 60 à 77% des cas, ceux qu'on en a à notre disposition à l'heure actuelle. Ce qui change avec les anticorps monoclonaux par rapport aux traitements de crise, c'est que les traitements de crise classiques, triptan et autres, agissent pendant quelques heures. Les anticorps monoclonaux bloquent le récepteur du CGRP ou le CGRP pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ils agissent dès lors un peu comme un traitement aigu de longue durée. Et c'est ça leur principal avantage et le changement de paradigme qu'ils ont apporté dans le traitement antimigraineux. Maintenant, en ce qui concerne les traitements préventifs, encore une fois, je ne vais pas entrer dans les détails des traitements disponibles. Sur cette diapositive, je vous montre la différence principale qu'il y a entre les deux traitements classiques qui sont le topiramate dont les patients ont parlé, qui entraîne pas mal d'effets secondaires, le propranolol qui est un bêta-bloquant, et les nouveaux traitements qui agissent sur la transmission du CGRP.
voyez que le nombre de patients à traiter pour avoir un effet bénéfique de 50%, c'est-à-dire une diminution de 50% de la fréquence mensuelle des crises de migraine, elle n'est pas très différente entre le topiramate, le propranolol et les anticorps monoclonaux, même si les études récentes semblent montrer que quand même les anticorps monoclonaux sont légèrement au-dessus. Par contre, si vous regardez le nombre de patients qu'il faut traiter pour avoir un effet secondaire qui nécessite l'arrêt du traitement, ben, il en faut 9 ou 11 pour le topiramate et le propranolol. En fait, le topiramate, les études qui sont faites montrent qu'un patient sur 2 l'abandonne après 2 mois pour effet secondaire. Par contre, si vous regardez les anticorps monoclonaux, les patients les prennent toujours après 5 ans. Il faut traiter plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de patients pour avoir un effet secondaire qui nécessite l'arrêt du traitement. Donc, le bénéfice, le rapport entre l'efficacité du traitement, le bénéfice thérapeutique et les effets secondaires, la tolérance du traitement est inégalée pour les anticorps monoclonaux et aussi les GEPAN. Donc, pour terminer, ce que je voulais vous montrer, c'est un schéma de nouveau qu'on peut appliquer pour le traitement préventif des crises de migraine. 60 à 70% des migraineux ont une forme de migraine qui n'est pas très invalidante. Il y a 30% de migraineux qui ont une forme invalidante de migraine avec des crises sévères et des crises fréquentes. Les patients qui ont quelques crises par an ou même 1 ou 2 crises par mois ne nécessitent pas un traitement agressif. Ils peuvent se traiter par des traitements non médicamenteux, des nutricéutiques comme la vitamine B2, B9 ou le coenzyme Q10, et en y ajoutant des mesures hygiéno-diététiques, ça peut suffire. Lorsque la migraine est de fréquence moyenne en dessous de 8 jours de migraine par mois, ben, il faut penser aux bêta-bloquants, il faut penser aux sartans, qui sont aussi des traitements utilisés dans l'hypertension, en tenant compte des effets secondaires possibles. On peut aussi associer les traitements de ce palier-là avec ce palier-là. Mais si la migraine dépasse 8 jours par mois, on arrive dans une migraine très invalidante et à ce moment-là, on arrive au 3e palier de traitement qui sont le topiramate, éventuellement les tricycliques, mais aussi les anticorps anti-CGRP, les anticorps monoclonaux qui maintenant, en tout cas en Belgique par exemple, sont remboursés uniquement si le patient a au moins 8 jours de migraine par mois et s'il a déjà essayé au moins 3 traitements antimigraineux classiques. Finalement, dans la migraine chronique, qui est la forme la plus invalidante, la plus sévère de migraine, plus de 15 jours de céphalée par mois avec 8 crises de migraine, où les traitements de fond classiques deviennent généralement totalement inefficaces, bien là, les anticorps monoclonaux anti-CGRP sont toujours efficaces et aussi, comme Jérôme l'a rappelé, la toxine botulique de type A, le Botox, en injection péricrânienne multiple. Finalement, je ne voudrais pas vous laisser sur l'impression qu'il suffit de prescrire un traitement médicamenteux à un migraineux et puis de le revoir 6 mois ou 1 an plus tard. L'ordonnance n'est qu'un aspect de la prise en charge des migraineux. Je pense que quand on prend en charge des migraineux, il faut, comme je l'ai dit, individualiser le traitement. Il faut tenir compte du profil de l'individu. Et ce profil, sans entrer dans les détails, comprend tout ce qui est indiqué ici. Le type de migraine est important. La migraine avec aura, par exemple, le traitement le plus efficace, c'est un autre antiépileptique qui s'appelle la lamotrigine. Et ce n'est pas le Topamax, ce n'est pas la dépakine, ce n'est pas les autres. Alors que la lamotrigine n'est pas efficace dans la migraine sans aura. Il faut tenir compte évidemment des traitements antérieurs et actuels. Il faut tenir compte de l'hygiène de vie, du climat hormonal, du profil psychosocial et professionnel, des comorbidités très importantes chez les migraineux. La migraine est une des maladies qui a le plus d'autres maladies associées avec elle, notamment les troubles anxieux, la dépression, mais aussi d'autres maladies, les maladies inflammatoires, articulaires, etc. Et last but not least, tenir compte de la préférence personnelle du patient. Il y a des patients qui n'aiment pas des traitements médicamenteux et on peut leur proposer des traitements non médicamenteux. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est nous qui vous remercions, professeur Schoenen. Merci d'avoir participé à ce premier sommet francophone de la migraine. On a beaucoup appris grâce à vous. Merci. Vous parliez il y a un instant des anti-CGRP. Je voudrais qu'on écoute à présent
des patients qui l'ont testé, les anti-CGRP qui suscitent beaucoup d'espoir chez certains d'entre eux. Témoignage. J'attends les anti-CGRP. Aujourd'hui, j'ai pas d'autre choix. Une chance, un espoir, quand on entend parler que pour 25% des patients traités, c'était du miracle, c'est-à-dire c'était un retour à la vie normale. Je vais commencer bientôt un anti-CGRP qui, j'espère, m'aidera à diminuer le nombre de crises et peut-être aussi l'intensité. J'ai été une bonne candidate pour les anticorps monoclonaux anti-CGRP. C'est très très positif parce que là où d'habitude je faisais plus d'une dizaine de crises, je suis à une. Depuis le démarrage de ce traitement, il y a une nette diminution. Ça fait longtemps que je n'avais pas été bien comme ça. J'ai l'impression que je reprends un peu les rênes et c'est un peu un retour vers la vie quand même. En tout cas, je suis pleine d'espoir. J'ai l'impression que petit à petit, on va vers le mieux et que je peux remettre en place des petites choses. J'en ai entendu parler. Je sais que c'est très prometteur. Peut-être que ça m'aidera. Il faudrait tester. Mais déjà, pour pouvoir tester, il faut que ça soit accessible. Et pour l'instant, c'est bien ça le problème, c'est que c'est pas accessible. Au niveau argent, c'est pas du tout facile. Donc alors là, imaginez un traitement qui soit cher et qu'il faut payer, c'est pas la peine. Il faudrait vraiment que ça soit remboursé. Je tenterai bien le coup. Et si ça marche, le problème, c'est est-ce que je continue à débourser 250 € tous les mois? La médecine à deux vitesses, là, ça va, quoi. Hein. Et ceux qui ont des sous, ils s'en achètent, et les autres, ils continuent d'avoir mal. Il y a vraiment une mauvaise connaissance de penser que la migraine, c'est une petite faiblesse, c'est pour les gens un peu fragiles ou... Non, non, c'est une vraie maladie neurologique. C'est-à-dire qu'on a une défaillance neurologique qui fait qu'on en arrive là. Tant qu'on n'a pas été plongé là-dedans, je crois qu'on ne peut pas comprendre. Je me trompe peut-être, mais ceux qui ne sont pas migraineux ne peuvent pas savoir. Il faut un moment qu'on ne soit plus dans le déni et qu'on accepte que c'est très très grave comme maladie, que ça a beaucoup d'impact sur la vie. Même s'il y a des traitements, même si on progresse, on ne guérit pas d'une migraine. On n'arrive pas à transformer quelqu'un qui est migraineux en quelqu'un qui ne l'est pas.